14 octobre 2022. Paris. Une journée d'automne comme les autres. L'air était imprégné d'une odeur de pluie. L'asphalte brillait sous les réverbères et les cours d'école se vidaient peu à peu. Les écoliers rentraient chez eux, certains couraient à leurs entraînements, d'autres s'attardaient pour discuter avec leurs amis. Parmi eux se trouvait une fillette de 12 ans nommée Lola Davière. Joyeuse, active, souriante, elle rentrait chez elle dans le 19e arrondissement de Paris, où ses parents travaillaient comme concierges dans un grand complexe résidentiel. Tout était comme d'habitude. Mais personne ne savait que ce jour serait le dernier de sa vie. Ce jour-là, Lola est sortie de l'école vers 3 heures de l'après-midi. Elle portait une veste blanche et un sac à dos contenant ses cahiers et son téléphone. Elle s'est dirigée vers la maison où ses parents l'attendaient toujours. En chemin, elle a enregistré un court message vocal à l'intention de son amie, lui disant qu'elle serait bientôt à la maison. Rien ne semblait présager le malheur. Vers 15h20, les caméras de surveillance ont filmé la jeune fille entrant dans l'immeuble avec une jeune femme. Les voisins avaient déjà vu cette femme auparavant. Elle s'appelait Dabia Benkired. Citoyenne algérienne de 24 ans, sans domicile fixe, elle vivait depuis plusieurs semaines chez sa sœur dans le même immeuble. Les enregistrements montrent qu'elle discute avec la fillette, puis toutes deux entrent dans l'ascenseur. Après cela, personne n'a plus revu Lola vivante. Lorsque le père de la fillette, Johan Davière, a compris que sa fille n'était pas rentrée à l'heure, il s'est inquiété. D'habitude, Lola prévenait toujours ses parents lorsqu'elle était en retard. Une demi-heure s'est écoulée, puis 1 heure, puis 2. Les parents ont commencé à appeler ses amis, ses professeurs, mais personne n'avait vu Lola après l'école. Johan a alors décidé de vérifier les caméras de surveillance. Et c'est lui qui a été le premier à voir ces images effrayantes. Sa fille suivait une femme qu'il connaissait comme étant l'amie d'une voisine. Il a rapidement compris que cette femme était la clé de l'énigme. La police a été immédiatement appelée. Les recherches ont commencé. Les policiers parisiens ont inspecté les environs et interrogé les habitants. Le soir même, un sans-abri a trouvé un coffre en plastique près d'un immeuble résidentiel. À l'intérieur se trouvait le corps d'une fillette de 12 ans. C'était Lola. Ce que les enquêteurs ont découvert a choqué même les criminologues les plus expérimentés. Le corps de la fillette portait des traces de torture et les chiffres 0 et 1 étaient écrits au feutre sur ses jambes. La cause du décès était une asphyxie mécanique. Les voies respiratoires étaient obstruées et des blessures causées par un couteau et des ciseaux ont été découvertes sur le cou. Tout indiquait que la fillette avait subi des souffrances inimaginables avant de mourir. L'enquête a été immédiatement ouverte. Quelques heures plus tard, la police a identifié la femme avec laquelle Lola était entrée dans l'immeuble. Il s'agissait de Dabia Benkired. Les caméras ont filmé vers 17h cette dernière sortant du même immeuble avec une valise lourde recouverte d'un voile. On voit sur les images qu'elle le traîne avec difficulté, comme s'il était trop lourd pour sa taille et sa force. Plus tard, il s'est avéré que c'était dans cette valise que se trouvait le corps de la fillette. Dabia est sortie dans la rue, s'est arrêtée dans un café où elle a laissé la valise sous une table, disant aux clients qu'elle vendait des organes à l'intérieur. Elle a ensuite appelé un taxi et est partie dans un autre quartier. La police l'a arrêtée dès le lendemain. La femme n'a pas opposé de résistance, mais son comportement a surpris les enquêteurs. Elle pleurait, puis riait, puis affirmait ne se souvenir de rien de ce qui s'était passé. Lors des premiers interrogatoires, elle a affirmé que tout cela n'était qu'un rêve, puis que d'autres l'avaient forcée à le faire. Elle a changé plusieurs fois de version, confondant les événements, comme si elle jouait avec la réalité. Les psychiatres qui l'ont examinée ont conclu qu'elle ne souffrait d'aucune maladie mentale grave. Elle est responsable de ses actes
consciente de ses actions, mais extrêmement manipulatrice et froide sur le plan émotionnel. Sa personnalité a été décrite comme narcissique, avec des signes de psychopathie. Elle alliait impulsivité, manque d'empathie et tendance au mensonge. L'enquête a établi que Ben Kired était arrivé en France en 2016 avec un visa étudiant. Elle a d'abord essayé d'étudier, mais a rapidement abandonné ses études et est restée en situation irrégulière. Pendant plusieurs années, elle a erré, vivant chez des connaissances, puis temporairement chez sa sœur. En août 2022, elle a été arrêtée à l'aéroport d'Orly sans papier et sans billet et a reçu l'ordre de quitter la France. Mais elle n'a pas exécuté cet ordre. Le système public n'a pas suivi son départ et 2 mois plus tard, le meurtre a eu lieu. La police a minutieusement reconstitué la chronologie de cette journée. Selon leur version, Lola rentrait de l'école lorsque Dabia se tenait à l'entrée de l'immeuble. Elle a demandé à la fillette de l'aider à entrer dans l'immeuble où vivait sa sœur. Lola a accepté car elle connaissait la femme de vue. La fillette a appuyé sur le code, l'a laissé entrer et cela s'est avéré être une erreur fatale. Ce qui s'est passé ensuite est connu grâce aux aveux de la suspecte elle-même et aux preuves. Dans l'appartement de sa sœur, en son absence, Dabia a commencé à se disputer avec Elle a ligoté l'enfant, lui a fermé la bouche avec du ruban adhésif, lui a infligé de nombreuses blessures avec un couteau et des ciseaux, puis l'a étranglé. Elle a ensuite placé le corps dans un coffre en plastique, l'a enveloppé dans un drap et a décidé de se débarrasser des preuves. Plus tard, lors des interrogatoires, elle a avoué « Je savais ce que je faisais, mais c'était comme si quelqu'un me contrôlait. » Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve indiquant que quelqu'un d'autre avait participé au crime. Tout indiquait qu'elle avait agi seule. Lorsque le corps a été retrouvé, les parents de Lola étaient au travail. Ce soir-là, ils pensaient que leur fille était toujours dans les environs, qu'elle avait peut-être perdu son téléphone. Mais lorsque la police est venue les voir et leur a demandé de se rendre au commissariat pour l'identification, le cœur de la mère s'est serré. En quelques secondes, la vie s'est divisée en un avant et un après. Près de 3 ans ont passé. Et voilà qu'en octobre 2025, le procès a commencé. La salle d'audience à Paris était bondée de journalistes. Dès le matin, les gens affluaient, certains pour le sensationnel, d'autres par compassion. D'autres encore simplement pour voir la femme que la France qualifiait désormais de monstre. Dabia Ben Kired a été conduite dans la salle menottée. Elle portait une chemise blanche, les cheveux attachés, le regard éteint. Elle s'assit sur le banc des accusés et, lorsque le juge lui posa la première question, elle répondit doucement « C'était horrible, je suis désolée. » Ces mots provoquèrent une tempête. La famille de Lola était assise au premier rang. Sa mère, Delphine Davier, n'a pas pu retenir ses larmes. Son père était assis en silence, les poings serrés. Le procureur a lu l'acte d'accusation. Viol, torture, meurtre d'une mineure avec une cruauté particulière. En France, chacun de ces crimes est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le procureur a décrit en détail ce qui s'était passé dans l'appartement, comment la jeune fille avait été ligotée, comment elle avait été torturée, comment elle avait été blessée et comment, après sa mort, le meurtrier avait laissé d'étranges marques sur son corps. Lorsque les photos du corps sont apparues à l'écran, la mère de Lola a poussé un cri et s'est enfuie de la salle. L'avocat de la défense a déclaré que sa cliente n'était pas consciente de ses actes, qu'elle était en état d'émotion et qu'elle était
le produit d'une enfance traumatisante. Mais le procureur a rappelé que la femme avait agi de manière calculée. Elle a tenté de dissimuler les traces du crime, a caché le corps, a appelé un taxi et s'est éloignée des caméras. Tout cela montre qu'elle comprenait ce qui se passait. Les témoignages des voisins ont également été entendus au tribunal. Un homme a raconté qu'il avait aidé Dabia à tenir la porte lorsqu'elle traînait sa valise. Il avait même plaisanté. « Elle est lourde, hein ?» Ce à quoi elle avait calmement répondu « Il y a des affaires dedans. » Un autre témoin était le chauffeur de taxi qui l'avait conduite ce jour-là. Il se souvenait que la femme répétait sans cesse « Je pars, je dois commencer une nouvelle vie ». Les psychiatres ont confirmé qu'elle avait effectivement eu un passé difficile. Ses parents étaient morts alors qu'elle était encore jeune. Elle vivait seule, sans stabilité, sans soutien. Mais malgré cela, elle était pleinement consciente de ses actes. La société a perçu ce crime comme une atteinte à son sentiment de sécurité. Après tout, il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie, mais d'un crime commis dans la maison où vivait la victime, parmi des visages familiers. Les gens ont commencé à se poser des questions. Pourquoi une femme en situation irrégulière en France a-t-elle pu passer inaperçue aussi longtemps aux yeux des autorités? Pourquoi n'a-t-elle pas été expulsée après la décision de déportation? Cette affaire a eu un énorme retentissement dans la société. Les politiciens de tous bords l'ont utilisée à leurs propres fins. Les partis de droite ont évoqué l'échec du système migratoire et la nécessité de renforcer les contrôles. Les partis de gauche ont souligné qu'il ne fallait pas réduire cette tragédie à une question d'origine, qu'il était important de parler de la dégradation humaine et non des nations. Mais la famille de Lola n'avait qu'une seule demande: ne pas politiser la mort de leur enfant. « Nous avons perdu notre fille », a déclaré la mère, et nous voulons que sa mémoire ne devienne pas un instrument de discorde. Pendant ce temps, le procès se poursuivait. Le ministère public a présenté des preuves, des enregistrements de caméras de surveillance, des traces d'ADN, des aveux, des témoignages. Tout indiquait la culpabilité de Dabia. Sa défense a tenté de mettre en avant son instabilité émotionnelle, mais les juges sont restés sceptiques. Lorsqu'on a demandé à Dabia pourquoi elle avait fait cela, elle a répondu « Je ne sais pas, je l'ai simplement vue et tout a changé ». Ces mots ont été particulièrement effrayants. Ils ne reflétaient ni remords ni compréhension, seulement du vide. Chaque jour du procès était une épreuve pour les parents de Lola. Ils écoutaient tout ce qui s'était passé ce jour-là, minute par minute. Depuis le moment où Lola était entrée dans l'ascenseur jusqu'à celui où son corps avait été retrouvé dans le coffre. C'était une torture d'entendre des voix étrangères disséquer la mort de leur enfant. Dans son réquisitoire, le procureur a déclaré « Nous ne sommes pas en présence d'un acte de folie, mais d'un acte de sang-froid. Cette femme a décidé de détruire ce qui lui rappelait la pureté et le bonheur dont elle était privée. » Le tribunal devait rendre son verdict dans les semaines à venir. Si elle est reconnue coupable, elle risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'histoire de Lola Davier a bouleversé la France. Des minutes de silence ont été observées dans les écoles. Des gens ont apporté des fleurs devant sa maison. Des photos de la fillette avec l'inscription « Lola, nous nous souvenons » ont été accrochées sur les portes d'entrée. Ce crime est devenu non seulement un symbole de la cruauté humaine, mais aussi un rappel de la frontière ténue entre sécurité et chaos. Après tout, Lola rentrait simplement chez elle. C'était une enfant qui faisait confiance aux adultes. Et cette confiance lui a été fatale. Cette histoire a poussé de nombreux parents en France à se demander comment protéger leurs enfants. Peut-on aujourd'hui être sûr qu'aucun mal ne se cache derrière la porte? Car le mal, comme l'a montré la vie, peut se trouver dans la maison même où l'on vit. Lorsque Dabia était assise au tribunal, les journalistes ont remarqué sa froideur. Elle ne regardait pas les parents de la fillette, ne montrait aucune émotion. Une seule fois, pendant la pause,
Elle a dit à un journaliste « Je voulais qu'on me remarque ». Ces mots ont fait frissonner tout le monde. Les psychologues diront plus tard que de tels crimes sont souvent commis, non pas pour le profit, mais pour le pouvoir, le contrôle, le désir de se sentir fort. Dans le cas de Dabia, c'était une vengeance contre le monde qui, selon elle, l'avait rejetée. Et la victime était une personne absolument sans défense. L'histoire de Lola Davy n'est pas seulement un cas effrayant. C'est une leçon sur la fragilité de la vie humaine, sur l'importance de repérer à temps les signaux d'alarme, d'aider ceux qui perdent le contact avec la réalité et de protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Aujourd'hui, les parents de Lola vivent avec cette douleur qui ne disparaîtra jamais. Ils continuent à faire en sorte que la mémoire de leur fille reste vivante. Des actions caritatives sont organisées dans les écoles qui portent son nom, et l'installation d'une plaque commémorative est en discussion à Paris. Mais le plus important, c'est la mémoire. Parce que de telles histoires ne doivent pas être oubliées. Elles nous rappellent à quel point il est facile de perdre ce qui nous est le plus cher. Lorsque le juge a déclaré le dernier jour « Vous êtes reconnu coupable », la salle s'est figée. La mère de Lola s'est mise à pleurer. Le père s'est couvert le visage de ses mains. Dabia Ben-Kired était restée immobile. Elle semblait ne pas comprendre que sa vie était finie à cet instant. Le tribunal l'a condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. La France a poussé un soupir, mais sans ressentir de soulagement, car aucune condamnation ne ramènera Lola. Cette histoire montre comment le mal peut surgir un jour tout à fait ordinaire, que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre, mais vivent parfois tout près de nous, et qu'il est important de ne pas oublier les noms de ceux qui ont été victimes. Souvenez-vous de Lola Davière. Souvenez-vous que la vie est un cadeau qui peut être perdu en un instant. Et si vous regardez cette vidéo, pensez simplement à ceci. Le jour où Lola rentrait chez elle, le monde était le même qu'aujourd'hui. Les gens se dépêchaient, les voitures passaient, quelqu'un achetait un café. Et une seule décision, une seule confiance, une seule rencontre ont tout changé. Que cette histoire soit un rappel. Prenez soin de vos proches, écoutez vos enfants, ne passez pas à côté de la douleur d'autrui. Parce que parfois, un simple geste d'attention peut sauver une vie. Que le souvenir de Lola reste vivant. Cette histoire a bouleversé non seulement la France, mais aussi le monde entier. L'histoire d'une petite fille dont la vie s'est arrêtée alors qu'elle rentrait simplement chez elle est un terrible rappel de la fragilité de l'existence humaine. Le nom de Lola Davy est devenu le symbole de l'injustice, de la douleur et de l'enfance perdue. Son sourire radieux, les photos où elle porte son cartable, sont devenues l'icône de ce que le monde ne doit jamais oublier. L'innocence qui ne peut être retrouvée. Lorsque la vérité a commencé à éclater au grand jour, la société a été sous le choc. Le mobile, la cruauté et le sang-froid de la criminelle semblaient impossibles à expliquer. Comment quelqu'un pouvait-il faire une telle chose à un enfant? Une question à laquelle il n'y a pas et ne peut y avoir de réponse satisfaisante. Il n'y avait aucune logique dans cette tragédie, aucune justification, seulement un abîme de douleur et des destins brisés. La France était en deuil. Les rues de Paris ont été recouvertes de fleurs et de bougies pendant plusieurs jours. Les gens venaient sur le lieu où le corps de Lola avait été retrouvé, simplement pour se tenir en silence, regarder le ciel et essayer de comprendre comment une telle chose avait pu se produire. Le procès de Dabia Ben-Kired n'était pas seulement un procès, c'était un moment de recherche collective de justice. Pour la famille de Lola, c'était le dernier acte de leur combat, une chance d'entendre des aveux et de voir que le mal serait finalement puni. Mais même si le verdict a été rendu, la douleur des parents, des amis et de tous ceux qui ont suivi cette affaire n'a pas disparu. De telles histoires n'ont pas de véritable fin. Une blessure reste dans le cœur des gens
et seul le temps peut l'atténuer un peu, mais pas la guérir complètement. Lorsque nous entendons parler de tels crimes, il est important de ne pas détourner le regard, car derrière les lignes sèches des journaux se cachent des destins, des émotions, des vies. Et peut-être qu'en racontant de telles histoires, nous faisons un pas vers la prévention de tels événements. Pour que la société soit plus attentive, pour que chaque enfant soit en sécurité, pour que le mal ne puisse se cacher derrière l'indifférence. Si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti la même douleur, la même injustice que les parents de Lola, ne restez pas indifférents. Soutenez notre chaîne en vous abonnant, car c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à raconter des histoires qui ne doivent pas être oubliées. Vos commentaires permettent non seulement d'exprimer votre opinion, mais aussi de créer une communauté de personnes qui ne restent pas indifférentes. Écrivez ce que vous pensez de cette histoire, si vous croyez en la justice, et comment, selon vous, on peut éviter de telles tragédies. Chaque like, chaque commentaire n'est pas seulement une réaction, c'est un pas vers la préservation de la mémoire de Lola. Pour qu'ensemble, nous puissions rappeler au monde que l'indifférence tue, mais que la mémoire sauve. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, parlez de cette histoire à vos amis. Qu'aucune tragédie comme celle-ci ne reste dans l'ombre. Que la lumière de Lola reste à jamais un symbole d'espoir, montrant que même après les ténèbres les plus profondes, les gens sont encore capables de s'unir au nom du bien. 10 septembre. La vérité que beaucoup craignent d'entendre allait être révélée. Ce jour-là, l'accusé était un homme qui, de par sa profession, était censé sauver des vies, soulager la douleur et apporter du réconfort. Mais l'enquête a révélé qu'il avait fait exactement le contraire. Il s'appelait Johannes M., médecin, spécialiste en soins palliatifs, celui qui travaille avec les patients les plus gravement atteints, ceux pour qui chaque jour est un cadeau du destin. Mais c'est précisément sous le masque d'un médecin attentionné qu'il a commis, selon le ministère public, les crimes les plus froids et les plus cruels de ces dernières années. La salle d'audience était bondée. Journalistes, proches des défunts, avocats, observateurs, tous suivaient chacun de ses mouvements. Lorsqu'il est entré dans la salle, beaucoup s'attendaient à voir un monstre dont le visage reflèterait l'ombre de ses actes. Mais devant eux se tenait un homme calme et posé, d'une 50aine d'années, les cheveux soigneusement coupés, portant des lunettes et une chemise parfaitement repassée. Il ressemblait à n'importe quel médecin respecté. Seuls ses yeux, froids comme vides, trahissaient en lui quelque chose qui ne pouvait s'expliquer par des mots. Le procureur lit l'acte d'accusation. 15 cas avérés de meurtre de patients. Mais l'enquête soupçonne qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes réelles, des dizaines, voire des centaines. Il reste silencieux. Il ne reconnaît pas sa culpabilité. Il n'exprime aucune émotion. Il regarde simplement devant lui, comme s'il n'entendait rien autour de lui. Et ce silence a quelque chose d'effrayant. L'histoire de Johannes a commencé comme celle de beaucoup d'autres, par le rêve d'aider les gens. Il a suivi des études de médecine et s'est spécialisé dans les soins palliatifs. Ce domaine exige non seulement des connaissances, mais aussi un cœur énorme. Travailler avec des personnes en fin de vie, être confronté quotidiennement à la mort brise même les plus forts. Mais il semblait y trouver un étrange apaisement. Ses collègues se souviennent plus tard que Johannes était un médecin irréprochable, ponctuel, attentif, discipliné. Les patients lui faisaient confiance. Ses proches voyaient en lui une personne qui aidait sincèrement. Il n'éveillait aucun soupçon, jusqu'à un certain moment. Les premiers signaux d'alarme sont apparus il y a quelques années.
À la clinique où il travaillait, on a commencé à remarquer une étrange régularité. Après ces visites, les patients mouraient souvent dans les 24 heures. Au début, on pensait que c'était une coïncidence. Après tout, toutes ces personnes étaient gravement malades. Mais lorsque les statistiques sont devenues trop évidentes, l'un des employés a fait part de ses soupçons. Une enquête interne a été ouverte. Officiellement, il s'agissait d'une procédure standard. Officieusement, c'était le début d'un cauchemar qui allait bientôt se révéler dans ses détails les plus effrayants. Les enquêteurs ont découvert que de nombreux décès étaient accompagnés de circonstances étranges. Les rapports ne contenaient pas suffisamment d'informations sur le dosage des médicaments. Les dossiers médicaux comportaient des lacunes, des corrections et des pages manquantes. Et ce qui est particulièrement effrayant, c'est que dans certains cas, après le décès des patients, des incendies se sont déclarés dans leur maison. Des incendies prétendument accidentels. Mais l'expertise a révélé plus tard qu'il s'agissait d'incendies criminels, comme si quelqu'un voulait détruire toutes les traces. Johannes ne refusait pas de rendre visite même aux patients qui étaient officiellement suivis par d'autres médecins. Il expliquait cela par son désir d'aider et son devoir humain. Personne ne soupçonnait que ces visites pouvaient cacher la mort. Plus tard, les experts ont affirmé qu'il utilisait des doses mortelles d'analgésiques, des médicaments accessibles uniquement aux médecins. Il savait les choisir de manière à ce que la mort semble naturelle, comme si l'organisme n'avait tout simplement pas résisté. Le plus effrayant, c'est que personne ne s'en est aperçu pendant des années. Ni ses collègues, ni la direction, ni ses proches. Tout le monde croyait que les patients mouraient de maladie. C'est la médecine palliative. Ici, la mort est monnaie courante. Et c'est précisément pour cette raison qu'il pouvait agir en toute impunité. Il n'était pas seulement un meurtrier. Il faisait partie d'un système qui lui faisait confiance. Lorsque les enquêteurs ont commencé à analyser les statistiques des décès, un tableau effrayant s'est dessiné devant eux. Près d'un patient sur 3 traités par ce médecin mourait en peu de temps. Aucune autopsie n'était pratiquée, car il s'agissait de patients en phase terminale. Il a donc continué son travail, convaincu que personne ne remarquerait rien. Mais un jour, tout a changé. Une des infirmières avec laquelle il travaillait a raconté qu'elle l'avait vu administrer un médicament à un patient sans le noter dans le journal. Son comportement l'avait intriguée, mais elle n'avait pas osé dire quoi que ce soit à ce moment-là. Lorsque ce patient est décédé le lendemain, elle n'a plus pu se taire. C'est son témoignage qui a déclenché l'enquête qui a bientôt secoué le pays. L'accusation a affirmé que Johannes pouvait commettre des meurtres, non pas par compassion, mais pour éprouver un sentiment de pouvoir sur la vie et la mort. L'enquête a examiné la version selon laquelle il jouait le rôle d'un aux questions de manière laconique, froide, presque sans émotion. Son comportement rendait les enquêteurs furieux. Il semblait prendre plaisir à ce processus. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les patients mouraient après ces visites, il a répondu calmement « Ils étaient malades. Je faisais simplement mon travail. » Mais l'expertise a démontré le contraire. Dans le sang de certaines victimes, on a trouvé une concentration de médicaments dépassant largement la dose admissible. Dans un cas, il s'agissait d'une dose mortelle de morphine. Dans un autre, d'une combinaison de médicaments incompatibles avec la vie. Et dans chaque cas, le médecin avait effectué une visite la veille du décès. Parallèlement, des faits d'incendie criminels ont été révélés. Plusieurs maisons de patients ont brûlé peu après leur décès. Dans l'une d'elles, on a trouvé des traces de solvants et des résidus des mêmes substances que celles utilisées à des fins médicales.
trop de coïncidences. L'enquête a conclu que le médecin avait incendié les maisons afin de détruire d'éventuelles preuves. Au tribunal, le procureur a présenté des photos, des rapports et des analyses. Les proches des défunts écoutaient en retenant leur souffle. Certains pleuraient, d'autres ne pouvaient croire qu'un homme à qui ils avaient confié leurs proches pouvait être un monstre. Un silence oppressant régnait dans la salle lorsque la liste des victimes a été lue. 15 quais confirmés, 15 noms. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies humaines. Une femme a raconté que sa mère était décédée après la visite de Johannes. Il avait été aimable, lui avait promis de soulager sa douleur, de la calmer. Le soir, sa mère s'est endormie et ne s'est plus réveillée. La femme l'a remercié, pensant qu'il l'avait aidée à partir sans souffrir. Aujourd'hui, elle vit avec la conscience que c'est peut-être lui qui a privé sa mère de ses dernières heures de vie. Les psychologues invités par le tribunal ont tenté d'expliquer son comportement. Certains ont parlé de psychopathie, d'absence d'empathie et de sentiment de culpabilité. D'autres ont évoqué l'épuisement professionnel lorsque le médecin, confronté quotidiennement à la mort, cesse de la considérer comme une tragédie. Mais aucune version ne justifiait ces actes. Au cours de l'enquête, d'autres anomalies ont été découvertes. Johannes conservait chez lui des carnets dans lesquels il notait les dates des visites, les diagnostics des patients et des symboles mystérieux à côté de certains noms. Les enquêteurs pensent qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de code personnel. Lorsque le procureur a lu ces faits, même l'avocat n'a pas pu cacher sa tension. Mais la défense a insisté. On ne pouvait pas prouver qu'il l'avait fait intentionnellement. Elle a affirmé que tous les patients étaient gravement malades et que ces actions n'étaient qu'une tentative d'alléger leur souffrance. Mais les experts ont répondu que les doses qu'il administrait ne pouvaient pas les soulager. Elles les tuaient. Les audiences ont duré des semaines. Les témoins, les experts et les proches se sont succédés dans la salle. Chaque nouveau jour apportait son lot de détails horribles. Un jour, le procureur lui a demandé directement « Vous considérez-vous comme un dieu ?» Il a regardé le juge et a répondu doucement « Non, je savais simplement quand il était temps. » Ces mots ont fait frémir de nombreuses personnes dans la salle. Le procès a atteint son apogée lorsque le procureur a montré aux jurés les photos des corps des patients et les résultats des autopsies. Les médecins légistes ont prouvé que dans plusieurs cas, la mort était survenue trop rapidement pour être naturelle. Il s'agissait d'une dose soigneusement calculée. Le médecin savait ce qu'il faisait. La société était sous le choc. Les journaux, la télévision, les réseaux sociaux, tous ne parlaient que d'une chose. Comment un homme qui avait juré de sauver des vies avait-il pu devenir un meurtrier? Qu'est-ce qui l'avait poussé à franchir le pas? La soif de pouvoir? L'absence de contrôle? Ou un sens pervers de la miséricorde? À la fin du procès, Johannes était toujours aussi calme. Même lorsque le procureur a requis la prison à perpétuité, il n'a pas bronché. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas regardé ses proches. Son regard était perdu dans le vide, comme s'il ne faisait plus partie de ce monde. Le juge a lu le verdict. Johannes a été reconnu coupable de meurtres multiples et de tentatives de destruction de preuves. Peine d'emprisonnement à perpétuité. Des sanglots ont retenti dans la salle d'audience. Certains proches se sont étreints. Certains murmuraient « Enfin !» Mais le soulagement était incomplet, car personne ne pouvait ramener ceux qu'ils avaient perdus. Lorsque les gardes l'ont emmené hors de la salle, il s'est retourné une seule fois. Son visage ne trahissait ni colère ni peur, seulement une froide indifférence. Et ce regard est resté longtemps gravé dans la mémoire de beaucoup. Après le verdict, de nouvelles enquêtes ont été menées dans les cliniques où il travaillait. Les enquêteurs ont tenté de déterminer combien d'autres patients avaient pu être ses victimes. Le nombre de décès suspects augmentait.
Certains experts ont supposé qu'il avait pu tuer pendant des décennies et que seule une petite partie des affaires avait été portée devant les tribunaux. L'affaire Johannes M. est devenue l'une des plus retentissantes de la justice allemande contemporaine. Elle a mis en lumière un problème dont soulagement. Un débat s'est ouvert dans la société. Comment distinguer la compassion du meurtre? Où se situe la frontière entre l'aide médicale et la violence? À la suite de cette affaire, de nombreuses cliniques ont revu leurs protocoles et renforcé le contrôle des prescriptions et de la comptabilisation des médicaments. Mais pour ceux qui ont perdu des proches, cela n'a été qu'une maigre consolation. Johannes n'a laissé aucune explication derrière lui. Ni lettre, ni aveu, ni tentative de justification. Seulement le silence. Et c'est peut-être dans ce silence que réside l'essence même de sa nature, un homme pour qui la vie et la mort des autres n'étaient qu'une partie de son pouvoir personnel. Lorsque l'histoire de Johannes M. a pris fin, la société s'est retrouvée face à un miroir reflétant les aspects les plus sombres de la nature humaine. Nous avons l'habitude de considérer les médecins comme les gardiens de la vie. Depuis notre enfance, on nous répète que si un malheur arrive, il faut aller voir un médecin, il nous aidera. Nous croyons que la blouse blanche est un symbole de bonté, de compassion et d'espoir. Mais cette affaire a montré que même sous un tel symbole peut se cacher non pas un sauveur, mais un bourreau. Et c'est peut-être cela qui rend l'histoire de Johannes si effrayante. Quand la personne à qui vous confiez ce que vous avez de plus précieux, votre vie, devient une source d'horreur, ce n'est pas seulement la confiance en une personne qui s'effondre, c'est la confiance dans le système tout entier. Les proches des victimes ont raconté qu'ils avaient désormais du mal à regarder un médecin dans les yeux sans ressentir d'angoisse. Ils comprennent que la plupart des médecins sont honnêtes et dévoués, mais l'ombre laissée par Johannes a jeté le doute même sur les innocents. C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à une profession fondée sur la confiance. Johannes n'était pas un monstre au sens habituel du terme. Il n'avait pas l'air menaçant. Il n'inspirait pas la peur. Et c'est là que réside son principal danger. Il savait paraître gentil, calme, compétent. Ce sont précisément ces personnes qui suscitent le plus d'inquiétude, celles qui savent cacher le mal derrière une apparence normale. Car le mal ne s'accompagne pas toujours de tonnerre, de cris et de violence. Parfois, il arrive discrètement, avec un sourire et une voix douce qui dit « Je veux juste te soulager ». L'enquête n'a toujours pas apporté de réponse définitive à la question « Pourquoi a-t-il fait cela ?» Certains pensent qu'il éprouvait un sentiment de toute puissance en jouant avec le destin des autres. D'autres pensent qu'il était simplement fatigué de voir la souffrance et qu'il ne faisait plus la différence entre la compassion et le meurtre. Mais quels que soient ses motifs, le résultat est le même. Des dizaines, voire des centaines de vies détruites. Cette histoire nous rappelle à quel point la frontière entre le bien et le mal est mince. Chaque jour, nous sommes confrontés à un choix. Aider ou détourner le regard, soulager ou nuire. Mais pour celui qui franchit la ligne morale, il n'y a plus de retour en arrière possible. Peut-être que pour Johannes, ce moment est arrivé sans qu'il s'en aperçoive. Peut-être a-t-il vraiment pensé à un moment donné qu'il soulageait des souffrances. Mais lorsqu'une personne prend l'habitude de décider à la place des autres, lorsqu'elle s'arroge le droit de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir, elle cesse d'être médecin. Elle devient à la fois juge et bourreau. Au cours des audiences, les experts ont déclaré que de tels cas étaient rares. Mais chacun d'entre eux laisse une profonde blessure dans la société. Après le verdict, de nombreux patients ont commencé à prêter davantage attention aux médicaments qui leur sont prescrits.
Les gens ont commencé à poser plus souvent des questions aux médecins, à demander des précisions sur ce qu'on leur injectait, pourquoi et à quelle dose. Et c'est peut-être la seule conséquence positive de cette tragédie. Elle a rappelé à beaucoup que la vie n'appartient qu'à soi et que personne, pas même un médecin, n'a le droit de décider quand elle doit s'arrêter. Certains pensent qu'il est impossible de rendre justice dans de telles affaires. En effet, quelle que soit la sévérité de la sentence, elle ne ramènera pas les victimes. Le tribunal peut punir le coupable, mais il ne soulagera pas la douleur de ceux qui restent. Les proches des victimes ont déclaré que même après le prononcé du verdict, ils n'avaient pas ressenti de soulagement. La justice semblait avoir triomphé, mais un vide subsistait en eux. Ils ont déclaré « Nous voulions qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait, qu'il demande pardon, mais il est simplement resté silencieux. Le silence est sa dernière arme. Il hante tous ceux qui sont liés à cette affaire, car derrière lui, il n'y a ni explication, ni repentir, ni tentative de compréhension. Il n'y a que de l'indifférence. Et l'indifférence, comme on dit, est pire que la méchanceté. Car la méchanceté, au moins, reconnaît que l'on fait le mal. L'indifférence, elle, ne voit tout simplement rien de spécial à cela. Cette affaire a amené beaucoup de gens à réfléchir à la psychologie de ceux qui sont confrontés quotidiennement à la mort. Les médecins, en particulier ceux qui travaillent dans les services de soins palliatifs, vivent en contact permanent avec la douleur et la perte. Cela peut détruire même les plus forts. C'est pourquoi, après le procès de Johannes, de nombreux hôpitaux ont commencé à mettre en place des programmes de soutien psychologique pour les médecins. Après tout, la fatigue, l'épuisement émotionnel et le désespoir sont le terreau sur lequel peut naître une froide indifférence. Mais même en comprenant cela, on ne peut chercher d'excuses, car la compassion n'est pas une faiblesse, mais le fondement même de la médecine. Et lorsqu'un médecin perd sa capacité à compatir, il perd le droit d'être médecin. L'histoire de Johannes M. restera un rappel que le mal n'est pas toujours laid à l'extérieur. Parfois, il porte un costume, une blouse de médecin, tient une seringue médicale dans ses mains et parle d'une voix calme et assurée. Ces crimes ne sont pas seulement une série de morts. C'est la destruction de l'idée même de confiance, de l'essence même de la morale humaine. Le tribunal peut mettre un point final à l'affaire, mais pas à sa réflexion. Car chaque histoire de ce type soulève une question qui dépasse largement le verdict du tribunal. Pouvons-nous faire entièrement confiance à ceux qui détiennent notre vie entre leurs mains? La réponse est à la fois simple et complexe. Il faut faire confiance, mais de manière consciente. Vérifier, s'intéresser, ne pas rester indifférent. La mort de Johannes en tant que médecin est une leçon. Amère, terrible, mais nécessaire. Ces crimes sont un miroir dans lequel nous voyons comment le système peut échouer, comment un homme peut perdre ses repères et combien il est important que chaque professionnel soit guidé non seulement par son serment, mais aussi par sa conscience. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Écrivez ce que vous pensez de cette histoire. Peut-on justifier un tel homme s'il a agi par compassion? Ou toute privation de vie est-elle un crime, même si elle est commise au nom du soulagement de la douleur? Partagez votre opinion. Vos mots sont importants, car tant que la société discute de ces questions, elle est vivante. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles enquêtes, les histoires réelles qui font réfléchir. Votre intérêt contribue au développement de ce projet et vos commentaires enrichissent chaque vidéo. 14 octobre 2025, Milan. Une soirée imprégnée de l'odeur de la pluie d'automne et du brouhaha des rues qui se préparent à s'endormir. Au 3e étage d'un immeuble résidentiel moderne, où règne habituellement la lumière, la musique et les rires, retentit le cri désespéré d'une femme. « Aiuto, aiuto, au secours, au secours !» Cette voix qui transperce l'air fait sursauter tous ceux qui l'entendent. Au début,
les voisins pensent qu'il s'agit simplement d'une nouvelle dispute ou peut-être du téléviseur. Mais 1 minute plus tard, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un jeu. Dans cette voix, on entendait la peur, le pressentiment de la fin, le désir de se sauver à tout prix. Dans l'appartement d'où provenaient les cris vivait Pamela Genini, 29 ans, mannequin, présentatrice de télévision et entrepreneuse italienne. Une jeune femme dont tout le pays connaissait le visage. Elle participait à des émissions de télé-réalité, animait des émissions en direct, dirigeait sa propre marque de vêtements de plage et semblait tout avoir. La beauté, le succès, la confiance en soi, des milliers d'admirateurs. Mais derrière cette façade glamour se cachait une réalité que peu de gens connaissaient. Quelques semaines avant la tragédie, Pamela avait tenté de mettre fin à sa relation toxique avec son partenaire, Gianluca Soncini, âgé de 52 ans. Il était plus âgé, plus expérimenté, plus autoritaire. Un homme qui l'avait autrefois comblé de cadeaux, puis de contrôle. L'amour, qui avait commencé par l'admiration, s'était terminé par des menaces et la peur. Selon ses amis, Pamela avait tenté de partir. Mais quitter un tel homme s'était avéré plus difficile qu'il n'y paraissait. Il ne voulait pas la laisser partir. Et ce n'était pas une simple rupture, c'était une bataille pour la liberté qui s'était terminée dans le sang. Ce soir-là, Pamela était seule à la maison. Elle écrivait des messages, planifiait une réunion pour le lendemain, se préparait pour une séance photo. Sur la table, il y avait une tasse de café à moitié vide. Sur le lit, une trousse de maquillage ouverte, et sur le sol, près du miroir, la robe qu'elle avait l'intention de porter. Tout semblait normal pour une jeune femme qui menait une vie ordinaire. Vers 22 heures, la porte de son appartement s'est ouverte. Comment ? La police a déterminé plus tard qu'il s'agissait d'un double de la clé. Soncini savait que Pamela avait changé les serrures, mais il s'est avéré qu'il avait quand même une clé de rechange et il a attendu qu'elle soit seule. Il est entré silencieusement, au début sans faire de bruit. Pamela a entendu du bruit et a pensé que c'était peut-être un voisin ou un livreur. Mais quand elle a vu son visage, elle a pâli. Il portait une veste en cuir et avait le regard vide. Il tenait un couteau dans ses mains. Une lutte courte mais désespérée a commencé. Pamela a essayé de s'enfermer dans sa chambre, mais il a enfoncé la porte. Les cris, le bruit du verre brisé, la chute d'objets, tout s'est mélangé en un seul bruit. Les voisins ont appelé la police. Le répartiteur a enregistré l'appel à 22h04. Une femme crie. Il s'agit peut-être d'une agression. Lorsque la patrouille est arrivée, la porte était verrouillée de l'intérieur. Les policiers ont essayé de frapper à la porte pendant plusieurs minutes, mais sans réponse. L'un d'eux a alors enfoncé la serrure. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur restera gravé dans leur mémoire toute leur vie. Pamela gisait sur le balcon, sous la lumière d'un réverbère. Elle était couverte de sang. À côté d'elle se trouvait un couteau, des traces de sang et un homme assis par terre, blessé au cou. Il avait tenté de se trancher la gorge, mais avait survécu. Les médecins arrivés sur place ont dénombré 24 coups de couteau sur le corps de la jeune femme. Certains étaient mortels, d'autres défensifs, car elle avait tenté de se protéger avec ses mains. On a tenté de sauver Pamela, mais elle est morte avant l'arrivée de l'ambulance. Lorsque le monde a appris la nouvelle, toute l'Italie s'est figée. Les médias ont relayé l'information et les réseaux sociaux se sont remplis de photos en noir et blanc de Pamela, accompagnée de la légende « Giustizia per Pamela », « Justice pour Pamela ». Les gens ne pouvaient pas croire que celle qui semblait être l'incarnation de la joie ait trouvé une mort aussi horrible. Son compte Instagram était rempli de photos colorées, plages, fêtes, mode, rires. Sous les photos, des dizaines de commentaires. Tu es une source d'inspiration, tu es la lumière.
Mais derrière cette lumière se cachait une ombre qu'elle essayait de dissimuler. Elle écrivait à ses proches qu'elle avait peur. Elle racontait que son ancien partenaire ne la laissait pas tranquille, qu'il venait sans prévenir, la surveillait, lui envoyait des menaces. Une fois, elle a même dit à sa mère « Il ne me laissera pas partir. Il ne peut pas me laisser partir. » Mais la police n'a reçu aucune plainte officielle. Elle espérait que tout s'arrêterait tout seul. La tragédie a montré que le silence coûte souvent la vie. Qui est Gianluca Soncini? Un homme qui, dans le passé, était impliqué dans le commerce de voitures de luxe. Il avait des relations, de l'argent, de l'influence. Mais derrière cette façade de réussite se cachèrent des problèmes avec la justice, des soupçons de malversation financière et de fraude. Il était connu pour être charismatique, mais colérique. Il avait rencontré Pamela quelques années auparavant lors d'un événement. Elle était jeune et pétillante, lui plus âgé et plus expérimenté. Leur relation a évolué rapidement. Voyages, cadeaux, photos ensemble. Mais bientôt, leurs amis ont commencé à remarquer des signes inquiétants. Il est devenu jaloux, contrôlant, exigeant qu'elle travaille moins, supprime ses photos, limite ses communications. Peu à peu, son amour s'est transformé en obsession. Il vérifiait son téléphone, l'attendait devant l'entrée de son immeuble, faisait des scènes de jalousie. Un jour, il lui a dit « Si tu pars, je te tuerai, et je me tuerai aussi. » Ces mots semblaient émotionnels, mais ils se sont finalement révélés prophétiques. La police a découvert plus tard qu'il la suivait depuis plusieurs jours avant le meurtre. Il se garait près de chez elle, l'appelait sans rien dire, se contentant de respirer dans le combiné. Pamela avait dit à ses amis qu'elle allait déménager, mais elle n'avait pas eu le temps. La tragédie s'est produite au moment où elle avait enfin décidé de briser ce cercle vicieux. Le 14 octobre, elle a appelé une amie et lui a dit « Je suis libre. Aujourd'hui, je suis enfin seule. Tout est derrière moi. » 1 heure plus tard, elle n'était plus là. L'enquête est devenue l'une des affaires les plus médiatisées de l'année. Les journalistes ont campé devant le palais de justice, les photographes ont pris des clichés et le parquet italien a qualifié l'affaire de féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme en raison de son sexe et de ses relations. En Italie, ce terme est utilisé lorsqu'un homme tue une femme par jalousie, par désir de contrôle ou par soif de pouvoir. La société a perçu la mort de Pamela comme le symbole d'un phénomène trop fréquent et trop discret. Dans le contexte de cette affaire, les politiciens ont évoqué une nouvelle vague de violence à l'égard des femmes. Chaque année en Italie, une centaine de femmes sont tuées par leur partenaire actuel ou ancien. Leurs noms sont rarement connus. Mais aujourd'hui, un nom est sur toutes les lèvres, Pamela Giannini. Sa mère a déclaré dans une interview « Je lui ai dit « Pars, il est dangereux ». Mais elle croyait encore pouvoir le convaincre de se séparer en bons termes. Il ne l'écoutait pas. Il voulait la posséder. Les enquêteurs ont établi que son chien avait préparé son crime à l'avance. Il avait acheté un couteau quelques jours auparavant et avait étudié l'emploi du temps de Pamela. Sur son téléphone, on a trouvé les requêtes suivantes. Comment ouvrir une porte sans faire de bruit? Comment tuer rapidement d'un coup dans le cou? Ce n'était pas un hasard. C'était une vengeance de sang-froid. Lorsqu'il a été arrêté, il était conscient et refusait de parler. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais selon le personnel médical, il n'a même pas demandé de nouvelles de Pamela. Plus tard, lors de l'interrogatoire, il a simplement déclaré « Je l'aimais. Si elle n'est pas à moi, elle ne sera à personne. » Ces mots ont fait la une des journaux et ont suscité une vague d'indignation publique. Une cérémonie commémorative a eu lieu à Milan. Des milliers de personnes se sont rassemblées avec des bougies roses, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Plus jamais ça, la voix de Pamela doit être entendue ». Ses chansons préférées ont résonné sur la place et, à la fin de la soirée, une lettre écrite par sa mère a été lue.
Ma fille croyait en la vie. Elle se battait pour l'amour et la liberté. Que sa mort soit le début d'un changement, afin que d'autres femmes n'aient pas peur de demander de l'aide. Cette histoire a bouleversé l'Italie. Elle a été discutée dans des talk-shows, au Parlement, dans les rues. Pour beaucoup d'hommes, cela a été un miroir. Il est facile de voir à quel point les frontières entre l'amour et la possessivité s'effondrent. Les psychologues expliquent que de tels cas ne sont pas le résultat d'un accès de colère soudain, mais de longues années de contrôle. Au début, l'homme vérifie qui appelle, puis il limite le cercle social. Ensuite, il menace, et quand la femme essaie de partir, il transforme cela en punition. C'est ainsi que naît le cycle de la violence, qui se termine par une tragédie. Après la mort de Pamela, des initiatives visant à réformer la législation ont été lancées. Il a été proposé d'augmenter les peines pour les menaces, d'améliorer la protection des victimes, de créer davantage de refuges et de lignes d'assistance téléphonique. Mais pour la famille de la jeune fille, ce n'est qu'une maigre compensation. Ils attendent toujours le procès. Gianluca Soncini est incarcéré à la prison de San Vittore. Il est accusé d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes, de torture et de violences sexistes. Le procureur requiert la prison à perpétuité. Son avocat tente de prouver qu'il a agi sous le coup d'une crise émotionnelle. Mais les enquêteurs ne le croient pas. Trop de preuves indiquent une préméditation. Les psychiatres ont reconnu qu'il était pleinement conscient de ses actes. Aujourd'hui, l'appartement où tout s'est passé est vide. Sur le balcon où Pamela est morte, des fleurs et des messages laissés par des inconnus sont accrochés. « Tu n'es pas seul. Nous t'entendons. Repose en paix. » Chaque année, le jour de sa mort, des gens viennent y allumer une bougie. Les voisins se souviennent encore du cri qui venait de l'intérieur. « Aiuto !» Il résonne encore dans leur tête. Cette histoire n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement. Un avertissement que la violence ne commence pas par un coup. Elle commence par le contrôle, la jalousie, par « je m'inquiète juste pour toi ». Pamela a compris trop tard que la peur n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, son histoire vit dans des centaines de publications, de documentaires, de comptes rendus judiciaires. Mais surtout, elle est devenue un symbole de lutte. Pamela Giannini était une jeune femme Il faut se souvenir de son histoire. Elle rêvait d'une maison au bord de la mer, d'une famille, d'enfants. Elle prévoyait de créer une fondation caritative pour les femmes victimes de violences. Ses amis se souviennent qu'une semaine avant sa mort, elle avait enregistré une vidéo dans laquelle elle disait « Nous devons être courageux. Si quelque chose ne va pas, il faut partir. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ces mots résonnent aujourd'hui comme une prophétie. La lumière de Pamela Giannini s'est éteinte trop tôt. Mais peut-être que son histoire incitera d'autres femmes à ne pas se taire et la société à ne pas rester indifférente. Et que ce cri « Aiuto » devienne un rappel éternel. Si vous entendez quelqu'un appeler à l'aide, n'attendez pas, agissez. Car parfois, une minute peut décider d'un destin, et parfois, elle peut sauver une vie. Il est impossible de lire la conclusion de cette histoire tragique sans avoir le cœur lourd. La mort de Pamela Giannini n'est pas simplement une nouvelle affaire criminelle parmi d'autres. C'est le symbole de l'effondrement des illusions. L'histoire de la façon dont l'amour, devenu obsession et contrôle, peut causer la mort d'une personne qui ne rêvait que de liberté et de bonheur. Quand on regarde les photos de Pamela souriante à l'objectif, rayonnante sur les plateaux de tournage ou partageant des clichés de ses voyages, il est impossible de croire que derrière ce sourire se cachait la peur,
l'angoisse et une tension intérieure. Elle vivait dans un monde où la beauté était un métier, mais elle a elle-même été victime de la laideur de la jalousie humaine. Cette histoire touche au plus profond de l'âme, car elle contient trop d'éléments familiers. Pamela n'est pas la seule à avoir tenté de se sortir d'une relation toxique, à avoir prévenu, à avoir senti le danger approcher. Elle écrivait à ses amis, disait qu'elle avait peur. Elle comprenait que le danger était réel. Et pourtant, le système de protection, la société et, peut-être, ceux qui auraient pu intervenir n'ont pas réagi à temps. Cette nuit-là a été la dernière pour elle. Chaque cri entendu par les voisins résonne désormais dans les oreilles de tout le pays. Les psychologues affirment que de tels cas surviennent rarement de manière soudaine. Avant l'explosion, il y a presque toujours des signaux d'alarme. Contrôle, jalousie, isolement, agressivité, tentative de surveillance. Tous ces signes indiquent que la relation a franchi une ligne rouge. Pamela, comme beaucoup d'autres femmes, n'a pas immédiatement réalisé à quel point son partenaire était devenu dangereux. Elle espérait peut-être pouvoir partir tranquillement, que tout se terminerait par des mots et non par du sang. Mais celui qui ne sait pas perdre transforme souvent l'amour en destruction. Cette tragédie doit servir de leçon. À la société, à la justice, à nous tous. Chaque fois que nous entendons parler de violence domestique, chaque fois que quelqu'un dit « ce n'est qu'une dispute, c'est leur affaire privée », nous devons nous souvenir de Pamela. Car, à ce moment précis, quelqu'un d'autre est peut-être entre la vie et la mort, attendant que quelqu'un intervienne. Trop souvent, ces histoires se terminent de la même manière. Par des cris, l'arrivée tardive de la police et la photo d'une jeune fille souriante dans les journaux. Ces dernières années, en Italie comme dans de nombreux pays, le nombre de crimes liés à la violence sexiste est en augmentation. Derrière chaque cas se cache une personne réelle. Une mère, une sœur, une amie, une collègue. Et chaque fois que cela se produit, la société jure que cela ne se reproduira plus jamais. Mais le temps passe et tout recommence. Pour que cela ne se reproduise plus, il faut parler, il faut agir. Il faut cesser de considérer ces histoires comme des exceptions. Il s'agit d'un problème systémique qui nécessite des mesures énergiques. Pamela n'était pas seulement mannequin. C'était une femme intelligente, forte et indépendante, qui avait bâti une carrière, une entreprise et une renommée. Mais aucune gloire, aucun argent, aucune publication dans les magazines ne peuvent protéger du danger lorsqu'on côtoie une personne pour qui l'amour est synonyme de possessivité. Elle s'est battue pour elle-même, a essayé de sortir de ce cercle vicieux, mais n'a pas réussi. Sa mort n'est pas un accident, mais la conséquence de l'ignorance des avertissements. Quand on regarde les images de la scène du crime, où l'on aperçoit, sur fond de ciel crépusculaire, le balcon qui a été le théâtre des derniers instants de sa vie, on se sent mal à l'aise. Ce balcon était peut-être autrefois l'endroit où elle buvait son café le matin, prenait des photos, rêvait. Aujourd'hui, il est devenu le symbole de la façon dont les rêves peuvent s'évanouir en un instant. Et cette image est impossible à oublier. Il est important de se rappeler que de telles histoires ne doivent pas se terminer comme un meurtre de plus. Chaque tragédie doit conduire à des changements, dans les lois, dans la conscience publique, dans les comportements. Il faut que les voix des victimes soient entendues à temps. Que la police réagisse aux signaux de violence, non pas après plusieurs heures, mais instantanément. Que chaque femme sache qu'elle n'est pas seule, qu'il y a des gens prêts à l'aider, des services qui répondront à son appel. L'histoire de Pamela est un appel à ne pas détourner le regard, à écouter ceux qui sont à nos côtés, à remarquer les signes inquiétants. Parfois, une simple participation, une conversation ou un soutien peuvent sauver une vie. Il est important de ne pas rester indifférent, car l'indifférence tue souvent autant qu'un couteau. Pamela rêvait d'avenir,
d'une famille, de nouveaux projets. Elle ne pensait pas qu'elle ferait un jour partie des faits divers. Sa vie s'est terminée trop tôt, mais son souvenir peut être le début de quelque chose d'important. Un mouvement qui protégera ceux qui vivent encore aujourd'hui dans la peur. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas que chaque minute de votre attention peut être une chance pour quelqu'un d'autre. Si vous connaissez une personne qui se trouve dans une relation dangereuse, ne restez pas silencieux. Avertissez-la, aidez-la, appelez la police. Parfois, c'est la seule chance de sauver une vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez que ces histoires réelles, difficiles mais importantes, continuent d'être relayées. Nous parlons de sujets souvent passés sous silence afin que le souvenir des victimes ne disparaisse pas dans le fil d'actualité. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Selon vous, comment peut-on éviter de telles tragédies ? Faut-il durcir les lois ou changer le système de protection ? Vos réflexions sont importantes, car c'est précisément à partir de telles discussions que naît la prise de conscience. Et la prise de conscience est le premier pas vers le changement. Pamela ne pourra plus raconter son histoire, mais nous pouvons faire en sorte que sa voix ne soit pas vaine. Que cette vidéo soit un rappel. Personne ne mérite la peur, la douleur ou le contrôle. L'amour n'est pas le pouvoir, la possession ou la rage. L'amour, c'est la liberté. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, si vous vous sentez en danger, n'attendez pas. Demandez de l'aide, parlez, agissez. Car chaque histoire racontée à temps peut sauver une vie. Abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo pour que le plus grand nombre possible de personnes connaissent l'histoire de Pamela. Que sa tragédie ne soit pas une fin, mais le début d'un changement.